Donc j'ai commencé d'abord par l'évolution des organisations sociales. Donc en fait, ce que vous pouvez voir dans la nature, c'est qu'il y a un passage de la vie solitaire à la vie en groupe. Il y a pas mal d'espèces qui se sont mises à vivre en groupe, et parce que vivre en groupe, ça va apporter plusieurs avantages. Alors là, on ne voit pas beaucoup du coup. Ouais, on voit mieux déjà. Par exemple, vous avez une réduction de la pression de prédation par différents types de mécanismes, une meilleure détection des prédateurs, du fait qu'on soit forcément plusieurs, une dilution du fait qu'on soit plus nombreux également. Forcément, si on est 10, on a une chance sur 10 simplement de se faire attraper. Et puis également des défenses parfois actives, avec par exemple chez les chimpanzés des jetés de bâtons contre les prédateurs. Vous avez également une augmentation de l'efficacité dans la récolte de nourriture. Donc en fait, soit là on va partager l'information, et du coup forcément les autres individus vont avoir une meilleure information, ou alors on peut également, comme dans la chasse collective, se coopérer pour avoir accès à une source de nourriture. Vous avez également une augmentation d'efficacité dans la défense des sites particuliers, les nids par exemple, et un soin collectif aux jeunes. Par contre, il y a aussi des coûts à la vie en groupe, une augmentation de la compétition entre les individus qui vivent dans le même groupe, une augmentation des risques d'infection et de maladie. Forcément, quand on est plus en contact, il y a plus de parasites ou de pathogènes qui peuvent passer. Et également du parasitisme social. Donc ça, en fait, c'est des profiteurs, tout simplement. Des individus qui vont essayer de profiter des avantages de la vie en groupe sans forcément qu'il y ait des coûts. Alors, qu'est-ce que la socialité? Tous les rassemblements ne sont pas des sociétés. Vous pouvez avoir des rassemblements d'individus de différentes espèces qui ne vont pas être ce qu'on va définir comme des sociétés. C'est ce qu'on peut voir ici. Donc, par exemple, les moules qui sont attachés à un endroit particulier, c'est parce que c'est le substrat qui est spécifique et qui permet, les moules veulent ce substrat particulier autour du sable, avec une roche autour du sable. Et du coup, forcément, elles vont venir là-dessus. Quand vous voyez également les amas de moucherons ou de moustiques autour d'une lumière, c'est un rassemblement qui est dû à un facteur extérieur qui est la lumière. Et ici, on ne peut pas appeler ceci une société. On peut même aller un peu plus loin. Si vous regardez, parfois, il peut y avoir des mouches qui se posent sur les feuilles ou sur les troncs d'arbres. Donc elles se regroupent à un endroit particulier où il y a un rayon de soleil. Et en plus, elles vont même s'orienter dans la même direction. Et là, pareil, elles vont toutes être au même endroit et s'orienter dans la même direction. Mais c'est que le facteur extérieur qui est la position du soleil qui va influencer ce comportement. Il ne va pas y avoir d'interaction entre les individus. Elles s'orientent dans une direction particulière parce que du coup, les rayons du soleil, elles s'orientent de manière à recevoir le mieux les rayons du soleil. Attention, par contre, ceci ne veut pas dire que les organismes n'interagissent pas entre eux, ou ne communiquent pas entre eux. Il peut y avoir des rassemblements, ce ne sont pas des sociétés, mais il va y avoir certaines interactions. Tout simplement le fait d'éviter les collisions, par exemple ici. Les individus voient quand même quels sont les autres individus autour et vont essayer de s'espacer d'une certaine distance. Ici, un exemple un peu plus parlant, l'ours est défini comme une espèce dite solitaire. Bon, elle élève ses jeunes, donc la mère élève les jeunes, donc on va voir plus tard que on définit ça comme une espèce sociale. Et par contre, on peut observer des grands rassemblements d'ours au moment où les saumons remontent la rivière pour pouvoir pondre. Et là encore, c'est assez spécifique puisque c'est une espèce qui est dite solitaire, qui peut se rassembler à certains moments de l'année, mais en plus les individus se connaissent quand même. Ça veut dire qu'ils savent exactement qui est le plus fort. Par exemple, vous avez certains mâles qui ne vont pas aller à certains endroits parce qu'il y a des mâles qui sont beaucoup plus forts et d'une année sur l'autre, ils vont reconnaître les différents individus. Alors ici encore une définition. Une population, c'est un ensemble d'individus d'une même espèce occupant une zone géographique particulière, susceptibles de s'accoupler dans des conditions naturelles. Par contre, une société, c'est un groupe d'individus de la même espèce, généralement réunis par une attraction qui va être ni sexuelle et ni parentale. Donc en fait, les individus vont être ensemble, mais pas forcément mis pour le sexe, pour se reproduire, ni pour le soin aux jeunes. Et cette interattraction peut exister seule ou s'accompagner d'une coordination des individus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des groupes d'individus dans lesquels les différents individus vont faire des activités différentes, et puis vous pouvez avoir également des groupes d'individus dans lesquels on va avoir une coordination des tâches, d'un point de vue social, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue déplacement. Et on va voir dans ces sociétés l'émergence de différentes composantes qui vont être la structuration du groupe. On va voir un peu plus tard qu'est-ce qu'on entend par structuration du groupe. C'est surtout par rapport à la reconnaissance des rôles, il y a la hiérarchie. Une différenciation des rôles également.
donc des individus qui vont avoir une place particulière, et un système de communication qui va se mettre en place entre les différents membres du groupe. Alors ce qui est intéressant avec la vie sociale, justement, c'est qu'elle a apparu de manière indépendante dans différents taxons, par convergence évolutive et parfois même au sein d'un même taxon. Si vous prenez les hyménoptères, dans lesquels il y a les abeilles et les fourmis, et les guêpes, d'un côté on avait d'abord les abeilles solitaires, et de l'autre côté des fourmis solitaires, et la vie sociale est apparue de manière indépendante dans les deux mêmes taxons. Ce qui prouve que la vie sociale est un avantage évolutif très important. Et on va définir ces organisations sociales par différents paramètres démographiques qui vont être la taille des groupes. La taille des groupes est relativement stable en fonction des espèces. La composition des groupes également, sexe et âge. Généralement, vous avez quelque chose qui est également assez précis. Vous avez des groupes qui vont être multimâles, multifemelles, donc plusieurs mâles et plusieurs femelles, et vous allez avoir aussi des groupes où ça va être en harem, comme le gorille de montagne, où vous avez vraiment qu'un seul mâle dominant et un ensemble de femelles, et ensuite les autres mâles à l'âge de la puberté doivent partir du groupe. Et vous avez également des groupes d'apparenté, puisque c'est surtout un couple qui peut être un couple alpha, qui va avoir un ensemble de jeunes qui vont les aider à leur reproduction. Alors ici, c'est les différents types de sociétés qu'on peut observer, enfin, degrés de socialité, pardon, et on va les voir un par un. Et à chaque fois, du coup, on rajoute quelque chose qui permet d'avoir une socialité de plus en plus poussée. Donc vous avez ici, du coup, c'est pas un degré de socialité, c'est le niveau vraiment inférieur, c'est le niveau solitaire, ensuite grégaire, subsocial, colonial, communal, social primitif et social évolué. Et là, vous pouvez voir qu'à partir de grégaire, on a l'interinteraction entre les individus, subsocial, il y a les comportements parentaux qui apparaissent, etc., etc. Et justement, on va les voir un par un. Donc au niveau du mode de vie solitaire, les individus se retrouvent essentiellement au moment de la reproduction et il y a absence de comportement parental. C'est le cas typique de poissons qui ne vivent pas en groupe, justement, auquel il n'y a aucune interattraction, qui vont se retrouver à un moment donné, se reproduire, repartir. La femelle, elle va pondre les œufs à un endroit précis, elle va partir également, et voilà, on en est juste là. Ensuite, vous avez le grégarisme, où là, on va avoir des interattractions sociales. C'est le cas typique des blattes, ou des cafards, où elles vont se regrouper dans un abri commun attirées par l'émission de phéromones. Donc ici, c'est des expériences qui sont réalisées justement à Bruxelles, à l'université de Bruxelles. Donc pour vous montrer un peu comment ça se passe, vous avez une arène dans laquelle il y a des blattes, et puis vous avez des abris. Alors les abris sont rouges parce que justement les blattes ne voient pas le rouge, donc pour elles, c'est noir, c'est complètement noir. Alors que nous, étant donné qu'on voit le rouge, on arrive à voir à travers. Donc en fait, vous pouvez voir que si vous mettez un abri, elles vont essayer de toutes se retrouver sous cet abri. Ensuite, on peut disposer un nombre différent d'abris. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on peut s'attendre à ce que les individus se dispersent de manière 50% d'un côté, 50% de l'autre. Mais ce qui se passe, c'est que s'il y a un abri qui peut accueillir tous les individus, et bien tous les individus vont aller dans cet abri. Ils ne vont pas se disperser de manière égale entre l'un et l'autre. Ils préfèrent s'agréger tous au même endroit. C'est un peu ce qu'on observe justement ici. C'est simplement ici, vous avez le temps et la fraction de population dans chaque abri. Et vous pouvez voir qu'il y a un abri qui reste toujours assez limité. Vous avez un ou deux individus à chaque fois dans cet abri. Par contre, dans un autre abri, vous avez la proportion qui augmente au fur et à mesure jusqu'à atteindre 80 à 100%. Alors là, c'était intéressant, justement, vous pouvez voir 4 robots parce qu'à Bruxelles, ils ont essayé de mieux comprendre les mécanismes qui étaient sous-jacents à l'agrégation chez les blattes. Et en fait, vous avez différents moyens d'étudier en éthologie. Vous avez l'observation des animaux. Donc là, déjà, vous pouvez émettre certaines hypothèses. Ensuite, vous pouvez passer à un niveau supérieur qui est la modélisation, par exemple. Donc vous modélisez, vous rentrez les règles dans un modèle informatique avec des agents virtuels et puis vous essayez de voir si les règles que vous rentrez, vous obtenez les mêmes phénomènes au niveau informatique que ce que vous observez dans la réalité. Et vous pouvez aller plus loin encore en fabriquant des petits robots. Et dans ces robots, vous implémentez les règles qu'il y avait dans le modèle. Et du coup, si vous mettez ces robots avec les blattes et que les robots se comportent de la même façon que les blattes
mais que également les blattes se comportent de la même façon avec un robot qu'avec un congénère, ça veut dire que là, vous avez vraiment trouvé les règles qui étaient sous-jacentes au phénomène d'agrégation. Un autre phénomène d'agrégation, justement, vous pouvez le voir ici, on les retrouve au niveau des bancs de poissons. Vous pouvez avoir des grands bancs de poissons avec des milliards et des milliards d'individus au niveau des migrations des sardines, par exemple. Et donc là, vous pouvez voir qu'en fait, les poissons, ils sont incapables de se reconnaître. C'est quelque chose qui est juste du grégarisme. Par contre, il y a une certaine coordination dans les mouvements des poissons qui permet justement le fait d'éviter ces prédateurs ici. Excusez-moi, on oui. communique avec les phéromones? Non, ici au niveau des poissons, c'est pas avec les phéromones. Chez les insectes, avant, au niveau des blattes, c'est bien avec les phéromones. Ici, chez les poissons, vous avez avec la vue. Et chez les poissons, il y a un système de communication assez particulier qu'on appelle la ligne latérale, où ils ressentent les ondes. Et en fait, quand il y a un individu qui bouge, il lance une onde, et du coup, l'autre poisson ressent cette onde, il bouge au même moment. Les insectes, c'était chimique en fait, ça semble... Ça dépend des espèces. Vous avez des espèces où il va y avoir des phéromones qui permettent justement l'agrégation des individus, ou en tout cas le message peut être à travers les phéromones. C'est le cas des fourmis, où pour reconnaître un site de nourriture, pour emmener des congénères à un site de nourriture, la fourmi va déposer des phéromones au sol. Par contre, chez l'abeille, c'est pas quelque chose qui est basé sur le phénomène, sur les phéromones, c'est quelque chose qui est basé sur le visuel, avec la danse des abeilles. Donc ça dépend vraiment des espèces. Donc ensuite, on définit les espèces subsociales, et là, il va y avoir apparition du comportement parentaux. Alors, pour citer des exemples, vous avez le gousier, où il va y avoir une confection et un soin de la pilule et de la progéniture. Donc en fait, les gousiers vont ramasser justement les excréments, en faire des petites boules, pondre les œufs dans ces boules qui vont permettre de nourrir, et la boule va permettre de nourrir la progéniture, et ensuite, ils peuvent garder la boule à un certain moment, le temps que les œufs éclosent, qu'ils se nourrissent un peu de la bouse et qu'ils soient suffisamment âgés ou qu'ils aient un stade larvaire suffisamment avancé pour être indépendants. Vous avez également ça chez le crapaud accoucheur, où le mâle va soigner les œufs jusqu'à l'éclosion. Il va les porter sur son dos. Et forcément, tous les mammifères allaitent, tous les oiseaux incubent les œufs, donc au minimum, tous les oiseaux et tous les mammifères sont des espèces qui sont dites subsociales. D'accord? À part puisque lui va pondre dans le nid d'un autre et va laisser le soin aux autres individus d'élever sa progéniture. Donc vous avez ensuite les espèces coloniales, et ici sur les espèces coloniales, vous avez donc le soin aux jeunes, mais qui se réalise sur un site d'élevage commun à plusieurs femelles. Et le site va jouer le rôle de nid protecteur, mais chaque femelle élève sa propre progéniture. Il ne va pas y avoir un partage des rôles ou un élevage des autres jeunes. Vous avez également avec les espèces coloniales, je vais vous présenter les différents exemples, l'hypothèse du centre d'information, où en fait le fait de se retrouver à un endroit précis permet de voir où vont les individus, de où ils reviennent, et du coup il y a un certain partage d'informations sur où se situe la nourriture. Donc ici vous avez les coléoptères scolites, et ce qui est assez intéressant avec les coléoptères scolites, c'est que justement elles vont se mettre dans du bois mort, et à partir du moment où vous avez une femelle qui va creuser un petit tunnel et pondre des œufs, elle va émettre des phéromones pour accueillir également d'autres individus. Et du coup ils vont tous se mettre à intégrer ce bois et à pondre dans ce bois, et du coup à protéger les différents individus, la progéniture. Au niveau des colonies d'oiseaux que vous connaissez, vous pouvez avoir, ici ça peut être des fous de bassan, et vous avez ici les manchons, donc, qui vivent également dans les colonies. Donc ici, donc, chez les manchots, le fait qu'il y ait la colonie permet une certaine protection des jeunes, puisque les adultes vont quand même éviter que des intrus puissent rentrer à l'intérieur. Par contre, chaque couple s'occupe de son propre jeune et ne va pas s'occuper des autres jeunes. Ensuite, vous avez les espèces dites communales, où là, vous allez avoir une coopération dans le soin aux jeunes, mais pas de spécialisation des tâches. Donc là, ici, en fait, vous allez avoir des jeunes qui vont être élevés par différents individus que les parents.
Vous avez l'exemple des coléoptères nécrophores, justement, où les larves peuvent être nourries par des femelles qui ne sont pas forcément leur ascendantes. Et justement, beaucoup d'espèces de mammifères ou d'oiseaux, au sens strict, seraient du coup des espèces communales. On dit souvent que les mammifères sont des espèces sociales, mais si on regarde par rapport aux définitions, vous avez des groupes sociaux qui seraient plus communaux que sociaux. En fait, vous avez les loups, par exemple, vous avez le couple alpha qui va avoir des jeunes, et les jeunes des années précédentes, voire des individus extérieurs vont s'occuper des jeunes. Vous n'avez pas de spécialisation des tâches. Donc ici, on pourrait définir les loups comme des espèces communales plutôt que sociales par rapport à cette définition. Et enfin, le dernier stade, c'est l'eusocialité, c'est le mode de vie le plus élaboré, avec 3 critères qui vont être essentiels. L'existence d'une coopération dans le soin aux jeunes, ça c'est ce qu'on vient de voir juste avant. Le chevauchement d'au moins 2 générations d'individus, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des individus qui vont pondre, mourir, et ensuite les jeunes vont naître sans connaître leurs parents. Vous avez un chevauchement des générations. Et une division du travail ou polyétisme, c'est-à-dire l'existence d'individus spécialisés dans la reproduction, voire dans d'autres tâches spécifiques. Donc ça, on va les voir. On va voir ensuite des exemples. Et par rapport à ce que je vous ai dit précédemment avec les espèces dites communales, justement, l'eusocialité, si on respecte ces 3 critères, on considère que c'est souvent trop restrictif, car du coup, de nombreux vertébrés seraient alors écartés du stade eusocial. Et du coup, l'existence de la caste spécialisée n'est pas forcément essentielle. Donc en fait, selon les définitions que l'on va accepter, on peut classer le loup dans une espèce communale ou dans une espèce eusociale. Donc voici les différentes espèces eusociales, mais réellement eusociales, en respectant ici les 3 critères. Vous avez forcément les hyménoptères, donc vous avez ici les abeilles, vous avez ici les fourmis, vous avez également les termites. Les termites qui sont une famille qui est qui a évolué des blattes et des cafards. Et puis, vous avez une seule espèce chez les mammifères, même chez les vertébrés, qui est eusociale, c'est le ratope nu. On reviendra ensuite dessus. Donc si on regarde justement ici les abeilles, les guêpes, les fourmis et les termites, ce qui est intéressant quand on étudie ces taxons, c'est qu'on peut retrouver à la fois des espèces solitaires, des niveaux plus subsociaux, ou alors des eusociales primitives, voire hautement eusociales. Alors entre eusociales primitives, ça dépend de la spécialisation des castes, par exemple. Hautement eusocial, ça veut dire qu'il y a vraiment une très grande spécialisation des individus à un rôle très précis. Et c'est ce qu'on va voir justement ici. Ce qui est intéressant chez les fourmis et chez les abeilles, c'est qu'on va avoir une division du travail. Vous avez des individus qui vont être spécialisés dans la reproduction, donc ça vous savez, il y a la reine, par exemple. Les mâles ne sont dévolus qu'à la reproduction également. Et ensuite, les ouvrières, ce sont des femelles qui ne peuvent pas se reproduire, elles vont avoir des rôles qui vont être différents. Ça peut être dépendant de l'âge, chez certaines espèces de fourmis, où en fait une fourmi va être d'abord nurse, ça veut dire qu'elle va naître, elle va être une larve, ensuite à l'état adulte, elle va d'abord s'occuper des autres larves, par exemple, ou des autres nymphes, puis elle va être ouvrière, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de gérer, manager, bien construire la fourmilière, donc enlever les débris des tunnels, etc., etc. Et ensuite elle va être fourrageuse, c'est-à-dire qu'elle va aller à l'extérieur, rechercher les sites de nourriture et revenir pour pouvoir nourrir les autres fourmis. Donc en fait, ce qui se passe chez les fourmis, c'est qu'on a de l'échange de nourriture bouche à bouche. Vous avez vraiment que les fourrageurs qui vont se nourrir à l'extérieur et qui doivent forcément rentrer dans la fourmilière pour partager cette nourriture avec les ouvrières qui vont elles-mêmes du coup ensuite donner la nourriture aux nurses et à la reine. Et vous allez avoir une cascade trophique comme ça, de ce qu'on appelle la tropholaxie, l'échange de bouche à bouche, dans la fourmilière. Chez les termites, la différenciation se fait au niveau d'une larve unique. Vous avez une larve unique, mais en fonction de comment va être nourrie cette larve, vous allez avoir une différenciation des rôles. Vous pouvez avoir également des morphologies et des comportements particuliers en fonction des espèces, et c'est ce qu'on va voir ici.
Alors, par exemple, la reine abeille ne possède pas de structure pour récolter le pollen au niveau des pattes. Quand vous voyez des abeilles, parfois elles ont des grosses boules de pollen qui sont récoltées, et ben elle, la reine, n'a pas ces structures particulières. Mais le plus flagrant est chez les termites, où vous allez avoir des rôles très spécifiques, et puis vous avez certaines espèces de termites qui sont même développées avec, je crois, alors je ne sais plus exactement ce qu'elles ont perdu, en tout cas ce qu'elles ont gagné, c'est qu'il y a ici une sorte de canon à acide, et en fait elles ont une réserve d'acide dans la tête, et à partir du moment où vous avez des prédateurs qui vont arriver, des termites étrangères, elles vont lancer cet acide sur l'individu étranger. Chez les fourmis, vous avez également l'acide formique avec les fourmis des bois. Ça, vous pouvez le voir si vous allez dans les Vosges, sur les grands fourmilières, vous passez votre main comme ça, et vous allez voir, vous allez avoir plein de jets d'acide formique qui va partir. Alors ça, c'est juste pour faire pour expliquer un peu comment ça se passe chez les fourmis. Alors en fait, il y a toujours eu une grande discussion pour pourquoi les ouvrières ont abandonné leur reproduction pour aider leur mère simplement, la reine, et voir d'autres individus. Parce que d'un point de vue génétique, c'est moins avantageux quand même d'aider sa propre mère à produire de notre progéniture plutôt que de produire sa propre progéniture. Et en fait, il y a un système génétique assez particulier chez les fourmis et les abeilles, c'est l'aplodiploïdie, où en fait, les femelles, alors ça va être un peu difficile, pour les femelles, par rapport au nombre de chromosomes, il vaut mieux qu'elles aident leur mère plutôt qu'elles produisent leur propre progéniture. D'un point de vue génétique, elles vont plus produire je me rappelle. Si elles s'accouplaient elles-mêmes, elles donneraient que 50% de leur patrimoine génétique, alors qu'en aidant leur mère, elles donnent 75% de leur patrimoine génétique. Et du coup, c'est plus avantageux d'aider leur propre mère. Alors maintenant, si on passe au niveau des structures sociales chez les vertébrés, ça a d'abord été défini par Hind en 1976, et il y a 3 facteurs qui vont caractériser la société des vertébrés. Un comportement territorial, c'est-à-dire que vous pouvez observer que chez la plupart des vertébrés, on va avoir un territoire. Si ce n'est pas un territoire, ça va être juste une surface vitale, mais en général, c'est assez bien défini. Des stratégies reproductrices qui vont être assez variables, la monogamie, polyandrie, polygénie, donc ça je pense que vous l'avez déjà vu avec Marie. Et puis l'établissement d'une hiérarchie sociale. Alors, on se peut toujours poser la question de pourquoi une hiérarchie sociale au sein d'un groupe avec des individus dominés qui ne peuvent pas avoir forcément accès à la nourriture. Et en fait, cette hiérarchie sociale est très utile dans le sens où elle va diminuer le nombre d'agressions qui peut se produire par rapport à si à chaque fois qu'on avait une source de nourriture, tout le monde devait se battre pour avoir accès à cette nourriture. Donc ça va vraiment permettre une diminution des conflits, même si du coup les individus dominés ou subordonnés ont moins de nourriture que les individus dominants. Cette hiérarchie peut être linéaire. Donc linéaire, ça veut dire que vous avez un individu A qui va dominer un individu B, l'individu B va dominer l'individu C, et ceci veut forcément dire que l'individu A domine l'individu C également. Mais elle peut être également triangulaire. Et c'est rare, mais c'est présent par exemple chez la poule. Donc vous avez un individu A qui va dominer un individu B, l'individu B va dominer l'individu C, mais l'individu C, lui, peut dominer l'individu A. C'est basé simplement sur des principes de personnalité, je pense, qu'il y a derrière, mais on a toujours eu du mal à comprendre, nous, en tant qu'humains, comment on pouvait avoir justement une hiérarchie triangulaire. Et en éthologie, on va justement calculer cette hiérarchie en observant les conflits ou les comportements de dominance. Puisque l'intérêt justement d'une hiérarchie, c'est qu'il n'y ait pas forcément que des conflits, c'est qu'il y ait également des comportements de dominance qui permettent de dire je suis dominant par rapport à toi. Et ça, c'est les mimiques de soumission qu'on va observer de la part des dominés ou les menaces qu'on va observer de la part des dominants. Alors, au sein d'un groupe, vous allez avoir différents individus qui vont interagir. C'est ce qu'on appelle du coup l'interaction, et vous avez différents types d'interactions. Vous avez un individu qui peut toiletter un autre, un individu qui va agresser un autre individu, des individus qui vont manger l'un à côté de l'autre, tout ça c'est des interactions. Quand on fait la somme des interactions entre deux individus, on va obtenir ce qu'on appelle justement la relation sociale entre ces deux individus.
Et quand on fait la somme des relations entre tous les individus, on obtient ce qu'on appelle la structure sociale du groupe. Excusez-moi. Oui. C'est un instinct entre les animaux, leur relation, c'est instinctif ou c'est... Non, non, ça se construit au fur et à mesure. C'est pas programmé. Et la hiérarchie, elle doit être programmée peut-être chez les insectes. Il n'y a pas de hiérarchie chez les insectes. C'est de la hiérarchie, on va l'observer que chez les mammifères. Les fourmis, par exemple, il y a comme une hiérarchie avec les... Il y a juste une reine, elle n'est pas forcément au-dessus, elle a juste un rôle à part. Oui, la reine n'est pas au-dessus. On va voir justement après des exemples où, dans le fonctionnement de la fourmilière, que vous mettiez la reine ou non, il n'y a aucun changement. Et la reine, c'est pas celle qui a le plus d'interaction, par exemple. Justement, la reine, elle a très peu d'interactions, elle a des interactions qui sont qu'avec les individus qui s'occupent de la reine, et pas avec les autres individus. Par contre, chez les macaques rhésus, à partir du moment où il y a un jeune qui naît, c'est une société qui est très hiérarchisée, le jeune va prendre tout de suite le rang hiérarchique en dessous de celui de sa mère. Donc en fait, ça veut dire que si la mère elle est deuxième dans la hiérarchie, elle a un jeune, le jeune va devenir 3, même s'il est tout bébé, en fait. Parce qu'il va être tellement protégé par la mère que les autres individus vont savoir que cet individu est numéro 3 dans les hiérarchies. Et donc quand ils vont passer à côté de lui, ils vont lui mettre des minutes de soumission. Donc lui, il n'a aucune chance de dominer le groupe à un moment ou à un autre dans sa vie. Si, justement, s'il est 3, après il va prendre la place. Par contre, si vous avez un individu qui naît dans le bas de la hiérarchie, il ne va jamais pouvoir se retrouver en haut de la hiérarchie. En tout cas pour une femelle. Ça va être très rare de pouvoir... en plus, vous avez des... Il n'y a pas simplement les individus qui sont rangés par ordre hiérarchique, vous avez aussi des clans. Donc vous avez un clan matrilinéaire, d'apparenté, un autre clan, et même ces clans-là sont dominants et dominés, par exemple. Donc souvent vous avez le clan A qui va dominer le clan B, qui va dominer le clan C. Donc pour que le clan C se retrouve à la première position, ça veut dire qu'il va y avoir un grand chamboulement entre tous les individus. Oui, souvent il y a des morts justement chez les rhésus. Donc forcément, les interactions vont pouvoir déterminer les relations sociales. Les relations sociales, l'ensemble des relations sociales déterminent la structure sociale. Et ce qu'on va pouvoir observer également, c'est des influences des niveaux supérieurs ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir prédire, ensuite, quand on va connaître la relation sociale entre deux individus, on va pouvoir prédire leurs interactions sociales. Les individus qui sont dits affiliés ou amis, on sait très bien qu'il va y avoir très peu de conflits agressifs, en tout cas très agressifs, entre ces deux individus. Les individus qui sont par contre éloignés ou à l'opposé dans la hiérarchie, on sait très bien que ces individus vont très peu se croiser, le dominé va éviter souvent l'individu dominant. Non. Alors il y a des expériences qui ont été faites justement pour savoir si les relations sociales avaient une réalité pour l'animal, c'est-à-dire est-ce que l'animal connaît la relation sociale qu'il a avec un autre individu, mais également est-ce qu'il connaît les relations sociales que deux individus ont entre eux. Et il y a des expériences qui ont été faites qui sont des expériences de playback. Donc en fait, vous avez ici une mère, la mère de l'individu X, la mère de l'individu A et la mère de l'individu B. Et ce qu'ont fait les chercheurs ici, c'est qu'en fait, ils ont enregistré les cris des jeunes de chaque mère, et ils ont diffusé le cri de l'individu de X, donc du jeune X. Et ils ont regardé la réaction des individus. Donc ce qu'ils ont pu voir, c'est que quand ils diffusaient le cri du juvénile X, forcément la mère de X se regardait ou se dirigeait vers le haut-parleur. Mais ce qui se passait, c'est que la mère de A ou la mère de B, elle ne se dirigeait pas vers le haut-parleur, mais regardait la mère de X. Donc en fait, à travers cette expérience, ils ont pu montrer que les femelles connaissaient les relations de parenté entre les individus. Je vais vous présenter une autre expérience ensuite. Vous avez également les patrouilles silencieuses du chimpanzé. Alors en fait, on dit souvent que les chimpanzés est la seule espèce après l'homme à connaître l'ensemble des relations sociales du groupe. C'est-à-dire qu'on peut savoir que tel individu a telle relation avec tel individu a telle relation avec tel individu, mais savoir exactement qui se place où et construire l'ensemble des relations sociales est un peu plus difficile. Et en fait, il est dit que les chimpanzés est la seule espèce à connaître ceci.
Et il y a deux exemples qui ont été montrés. Vous avez d'abord les patrouilles silencieuses du chimpanzé, c'est-à-dire que vous avez des communautés de chimpanzés, et les chimpanzés vivent dans des sociétés qui sont dites de fission-fusion, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une cinquantaine ou une soixantaine de chimpanzés, mais par contre, elles vont pas être, les individus ne vont pas être très cohésifs, ils vont souvent être dispatchés en différents sous-groupes. Par contre, ils savent exactement qui appartient à quelle communauté. Et parfois, vous avez des mâles qui vont se réunir, ils ont également un territoire, et en fait, ces mâles-là vont partir de manière très silencieuse, alors que d'habitude, il y a toujours du bruit avec les chimpanzés. Et en fait, ils vont se mettre à faire le tour du territoire, comme ceci, tout doucement, et en fait, ils partent à la chasse pour tuer d'autres chimpanzés. C'est la guerre, justement, des communautés de chimpanzés, et c'est également la seule espèce qu'on peut voir se comporter comme ceci, c'est-à-dire qu'elle part. C'est pas une rencontre inopportunée ou hasardeuse entre deux groupes qui vont du coup se battre. Non, c'est des individus qui partent de manière silencieuse pour pouvoir tuer d'autres chimpanzés, d'autres communautés. Et justement, vous avez France Deballe, qui est un primatologue assez reconnu, très reconnu, et il a étudié durant sa thèse un groupe de chimpanzés à Arnhem, aux Pays-Bas. Et en fait, vous aviez 3 mâles dans ce groupe, il a étudié les interactions qu'il y avait entre les 3 mâles. Et ce qui a été assez intéressant, c'est qu'il disait que chez les chimpanzés, c'était également la seule espèce qui devenait mâle dominant, non pas pour simplement avoir accès aux femelles, mais qui devenait mâle dominant pour avoir le pouvoir, et qui avait cette reconnaissance de pouvoir. Et en fait, il dit que cette reconnaissance de pouvoir s'est vue une fois où, en fait, vous avez un des mâles, je crois que c'était lui qui dormait, et en fait, les 2 autres mâles ont fait une alliance, et sont allés tuer Louis. Et en fait, ils ne l'ont pas simplement tué par des morsures. Ce qu'ils disent, France Deballe, c'est qu'il y en a un qui a dû le retenir, et l'autre s'est acharné et lui a arraché les testicules. Alors, ça existe, hein, souvent, chez les réfugiés, c'est une partie qui est assez comment dire, apparente, et du coup, ça peut arriver. Mais en fait, il expliquait que là, la façon dont ça avait été fait de manière exprès pour arracher les testicules, qui était le signe du pouvoir chez les chimpanzés, en fait. Donc c'est aussi également une anecdote que France Deballe avait racontée. Oui. Quand il y a un groupe qui part pour tuer un autre, c'est prévu, quoi. Ils ont prévu ça. Oui, du coup c'est l'anticipation, parce qu'ils ne partent pas simplement avec des femelles et puis avec du bruit, non, c'est les mâles qui se réunissent et ils partent de manière très silencieuse. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous voyez ça, vous savez, et donc eux aussi savent qu'ils partent pour pouvoir aller faire la guerre à d'autres groupes. Ouais. Mais quel est le but? C'est d'agrandir un territoire ou c'est... Anéantir une communauté? Quel est le but de la guerre chez les hommes? Parfois, il n'y a pas forcément, c'est simplement qu'il y a une autre communauté à côté. Alors, un but évolutif, on va forcément en trouver, c'est que forcément, s'il y a une communauté qui est absente ou détruite à côté, il va y avoir un agrandissement du territoire, voire de la ressource qui va être plus disponible. Mais... Est-ce qu'ils envoient un chimpanzé pour voir où ils sont exactement? Non, ils sont ensemble, mais très silencieux, mais ils écoutent le nombre de cris qu'ils entendent pour savoir évaluer le nombre d'individus qui sont de l'autre côté, par exemple. Bon, après, vous pouvez avoir des individus qui vont partir un petit peu en avant, et pas forcément quelques mètres en avant, et toujours très silencieux. Une fois qu'ils ont repéré les individus de l'autre groupe, vont se mettre à se crier. Et après, vous avez tout le reste du groupe qui va arriver en point. C'est les espèces d'éclats. On dit que les chimpanzés, c'est l'espèce de singe qui est la plus agressive. Est-ce que c'est vrai ça parce qu'ils sont toujours en train de se battre. Quand ils se battent, c'est vraiment méchant, on va dire, entre guillemets. C'est assez violent. C'est une espèce qui est agressive par rapport aux bonobos ou par rapport aux autres espèces de grands singes. Les espèces de grands singes, c'est la plus agressive. C'est la plus agressive. Alors, des expériences qui ont été faites également par Dassar, c'était de montrer des diapositives à des singes. Ça a été fait chez les macaques fascicularis, mais également chez d'autres espèces. Ça a été fait pour les relations de parenté, mais également pour les relations de dominance. Elle a entraîné un singe à savoir reconnaître des relations de parenté, donc elle présentait un jeune,
Et puis il y avait la mère qui était présentée et un autre individu qui était présenté ici qui n'était pas la mère par exemple. Et puis du coup, le singe au début il se mettait à tapoter et puis finalement après il avait une récompense quand il tapotait sur la mère. Donc ça elle l'a fait avec 4 ou 5 paires d'individus, donc 4 ou 5 paires mère-enfant. Et puis quand il y a eu 100% de succès, donc elle savait à chaque fois que c'était bien la mère de ta jeune, etc. Elle tapotait directement dessus. Elle a changé ses paires, elle a mis de nouvelles paires. Et du coup, ce qui s'est passé en mettant ces nouvelles paires, c'est que l'individu qui a été testé a su taper directement sur l'individu qui était exactement le bon. Donc sur les 2 photos d'adultes qui étaient montrées, elle tapait sur la mère du jeune qui était présenté au milieu. Et donc ça montrait qu'elle savait reconnaître et en tout cas catégoriser ce qu'était la relation de parenté. Et ils ont fait la même chose avec des individus dominants, donc en fait ils présentaient des individus, il fallait simplement taper sur le dominant par rapport au dominé, 4-5 paires comme ça jusqu'à temps qu'elle est à 100%, et ensuite elle a changé les 4-5 paires, et la femelle a su catégoriser, en tout cas transférer les connaissances qu'elle avait faites sur les 4-5 paires aux nouvelles paires qu'on lui présentait. Donc les primates sont capables de reconnaître les relations de parenté entre 2 individus, les relations hiérarchiques et même les relations d'affiliation. Alors pour vous présenter quelques exemples d'espèces sociales, le loup est un canidé social, donc vous avez bien une territorialité avec un territoire qui est très délimité. Ça va dépendre, la taille de ce territoire dépend vraiment de l'endroit où ils habitent. C'est-à-dire que si vous avez une forêt, le territoire va être assez petit. Par contre, si vous prenez les loups qui vivent dans les steppes ou dans la toundra, c'est des territoires qui font presque des milliers de kilomètres carrés. La hiérarchie est très stricte avec un couple alpha, et ceci va avoir une influence sur l'accès à la reproduction des individus non alpha. Vous avez que le couple alpha qui peut se reproduire, et les autres individus vont aider le couple alpha dans l'élevage des jeunes. Par contre, la castration n'est pas une castration qui est hormonale, parce on va voir après qu'il peut y avoir des castrations hormonales. Les autres femelles ovules peuvent entrer en oestrus, ça veut dire que le mâle alpha pourrait s'accoupler avec elle et avoir des jeunes. Elles courtisent mal le mâle alpha. Par contre, elles vont copuler simplement si la femelle alpha va disparaître ou régresser en rang. Donc en fait, c'est la femelle alpha qui est agressive, et dès qu'elle voit les autres femelles s'approcher du mâle alpha, elle va les agresser, et c'est comme ça que la castration comportementale se fait. À l'inverse, il n'y a pas d'agression de femelles subalternes à l'égard de la femelle alpha pour justement prendre sa place? Il peut y avoir, c'est quelque chose, si chacun sait sa position, normalement non. Après, vous avez des femelles qui commencent à grandir, et au niveau de la puberté, elles vont commencer à chercher à se battre, justement pour prendre la position. Et là, soit elles se font vivre, soit elles se font tuer. Soit elles prennent la position de la femelle alpha, soit elles doivent partir du groupe. Il n'y a pas forcément de soumission systématique. Non, il n'y a pas de soumission systématique. Au début, ils doivent apprendre, je crois pas, après, il y a des comportements de soumission. Des individus qui peuvent très bien avoir une jeune femelle, effectivement, qui a plus de caractère, et une femelle alpha qui va être un petit peu plus vieille, par exemple. Oui, qui est donc moins... Voilà. Mais après, il faut savoir, la femelle alpha elle est quand même très protégée par les autres membres dominants. D'accord. Donc, ça peut arriver, mais c'est quand même très rare. Mais les jeunes apprennent vite, il y a des comportements qui sont instinctifs, et les jeunes de toute façon apprennent très vite après leur place dans le groupe, c'est-à-dire que dès qu'ils font un mauvais pas ou un truc comme ça, ils sont mis à leur place. Et du coup ils apprennent aussi assez vite les comportements de soumission qu'ils doivent mettre par rapport au couple alpha. Donc ici justement c'est une figure qui montre les sollicitations qu'il y avait des différentes femelles envers le mâle alpha. Donc vous pouvez voir qu'il peut y avoir des sollicitations des femelles envers le mâle alpha. Par contre, il n'y a que de la reproduction du mâle alpha sur la femelle alpha ici. Et ici, vous avez également un autre mâle, et vous pouvez voir qu'il peut y avoir des sollicitations des femelles dominées sur les autres mâles. Il n'y a pas non plus de reproduction.
Le lion est un félin social, ça vous savez, donc la territorialité est défendue par les mâles et les femelles. Par contre, c'est les femelles qui sont le noyau du groupe et qui restent dans ce dernier, alors que les mâles, eux, vont disperser. C'est-à-dire que les mâles vont partir à un certain âge et essayer de trouver d'autres groupes. Les femelles sont donc toutes apparentées. Il y a une hiérarchie entre les individus et il y a une coordination pour la chasse. Et par contre, la chasse, elle, est presque exclusivement effectuée par les femelles. Donc vous pouvez avoir des rôles, par exemple, où vous allez avoir des individus qui vont se placer à l'avant d'un troupeau et des individus qui vont essayer de rabattre les autres vers les individus qui sont placés à l'avant. Ça, c'est une coordination qui a été assez vue. Par contre, il n'y a pas un rôle spécifique pour un individu. On n'est pas soit rabatteur, soit ici à l'affût. C'est des rôles qui changent au fur et à mesure des chasses. Et enfin, vous avez le rat-nu, qui est une espèce assez spéciale, hein, vous pouvez voir, il est totalement nu, il a des petits yeux parce que forcément c'est comme la taupe qui vit dans les terriers, il n'a pas besoin de beaucoup voir. Et en plus, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici ses dents ont transpercé sa lèvre supérieure. Donc en fait, il peut fermer sa bouche tout en ayant les dents à l'extérieur, ce qui lui permet de creuser les galeries et de ne pas avaler la terre. C'est aussi une évolution qu'il y a eu au fur et à mesure. C'est une espèce qui va fréquenter les zones arides. Ça peut être une société qui va aller jusqu'à une centaine d'individus vivant dans les souterrains. Et vous avez une coopération pour creuser les galeries, du creuseur au passeur au déblayeur, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant. Et la division du travail va être comparable à celui des insectes sociaux. Vous allez avoir qu'une femelle reproductrice avec 2 ou 3 mâles reproducteurs. Et puis ensuite, vous allez avoir des ouvriers mâles et femelles qui sont multitâches et qui sont castrés, mais ici d'un point de vue chimique, justement. La femelle émet des hormones qui permettent une castration chimique des autres femelles. Et ce qu'on peut voir par exemple ici, c'est que vous avez le fait de creuser et le fait de défendre le terrier. Donc vous placez à l'extérieur et défendre l'entrée de serpents dans les galeries. Et c'est le nombre d'individus en fonction du poids. Et on voit ici que quand les individus sont ont un faible poids, ils vont plus souvent creuser. Par contre, à partir du moment où leur masse augmente, ils vont plus facilement défendre les terriers. Donc ici, c'est une différenciation des rôles, mais simplement en fonction de la masse des individus. Je pense que les gros peuvent plus facilement boucher le terrier. Alors, j'en parle un peu. Donc là, on va rentrer un peu plus dans ce que je fais moi, c'est l'étude des réseaux sociaux. Donc structure sociale, réseau social, c'est à peu près la même chose. On parle par organisation sociale, on va parler plus du nombre d'individus qu'il va y avoir dans un groupe et du sexe ratio, par exemple. Ça, c'est l'organisation sociale. La structure sociale et le réseau social, c'est comment les individus, quelles sont les relations qu'il va y avoir entre les individus dans un groupe. Donc là, on vient de voir justement les différents phénomènes, différents types de socialité, du climatisme à la socialité, avec simplement une seule espèce eusociale chez les mammifères. Donc en fait, la question c'est, on vient un peu de le voir également avant, comment les individus d'un groupe vont construire leur relation sociale. Est-ce qu'ils vont avoir toutes les mêmes relations? Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des partenaires spécifiques? Dans un groupe de 50 par exemple, est-ce qu'on va toiletter, une femelle va toiletter toutes les femelles de la même manière? Est-ce qu'elle va toiletter un certain nombre d'individus? Et si elle le fait, pourquoi elle le fait? Ça, c'est des questions qui sont assez importantes. Donc la première espèce sociale qu'on peut étudier, c'est bien sûr l'homme. Et ça, on peut le faire surtout à travers l'utilisation des logiciels, des appareils sur lesquels on va tous les jours, qui vont être notre smartphone, Facebook, etc. Donc ça, c'est mon réseau Facebook, par exemple. Il y a déjà quelques années, il y avait un logiciel qui permettait de facilement avoir son réseau Facebook. Il a disparu, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, vous pouviez télécharger. Donc là, moi, je ne suis pas sur ce réseau. C'est les relations que mes amis ont entre eux. Et ensuite, on voit justement comment ces relations se dessinent. Alors, ce qu'on peut voir, justement, juste en regardant un réseau tel que celui-ci, c'est qu'il y a des sous-groupes qui vont se dessiner. Vous pouvez voir ici des ensembles d'individus. Et puis, vous allez avoir des individus qui vont être
assez centraux. Forcément, Marie, elle est ici, et elle partage avec moi beaucoup d'amis, donc c'est elle qui est la plus centrale dans mon réseau social Facebook, puisqu'on a le plus d'amis en commun. Donc ici, vous pouvez voir. Et ensuite, les différents sous-groupes que vous pouvez observer, bah, ici, c'est les personnes de ma famille, par exemple. Ici, c'est les amis que j'avais dans ma ville natale. Ici, c'est les amis que j'avais quand j'étais à Princeton. Et ici, c'est les amis que j'ai quand j'étais au Japon et ici à Strasbourg. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, autant Princeton, vous pouvez voir que c'est un sous-groupe qui est un peu à part, autant ici, vous pouvez voir qu'entre Strasbourg et le Japon, on s'est construit pas mal d'amis, on collabore, on a pas mal de relations entre nous. Et des études qui sont montrées aussi, qui sont assez intéressantes, c'est que vous pouvez avoir un lien entre le nombre d'amis que vous avez et vos capacités cognitives. Alors ça, c'est une étude qui est parue il y a déjà quelques années. Et vous pouvez voir ici le nombre d'amis que vous avez sur Facebook par rapport à la densité de votre matière grise, c'est-à-dire le nombre de neurones, en gros, de connexions que vous avez. Et les chercheurs qui ont fait cette corrélation ont réussi à trouver une corrélation positive. C'est-à-dire que plus vous avez de matière grise, plus vous avez d'amis sur Facebook. Alors c'est assez étonnant comme corrélation, parce qu'on se dit, mais ça veut dire que quoi, que moi j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, ça veut dire que je suis intelligent ou pas? Bon, c'est une simple corrélation, hein. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en jeu. Les jeunes de maintenant sont beaucoup plus stimulés, par exemple, ou ont beaucoup plus accès aux ordinateurs que les personnes d'avant. L'âge n'a pas été contrôlé, ils ont fait ça sur des ensembles de populations qui sont peut-être que des étudiants. Donc il y a plein de facteurs ici qui ne sont pas pris en compte, et ça ne veut pas dire, cette étude montre qu'il y a une corrélation entre votre densité de matière grise et votre nombre d'amis sur Facebook, mais ça ne veut pas dire que c'est votre quantité de matière grise qui fait votre nombre d'amis sur Facebook. C'est une relation qui est totalement indirecte. Alors pour essayer d'étudier les relations sociales qu'on a au sein d'un groupe d'individus, que ce soit humain ou animal, on va utiliser ce qu'on appelle l'analyse des réseaux sociaux, ou en anglais Social Network Analysis. Et en fait c'est tout simple. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on prenait l'individu comme unité de base pour pouvoir étudier les différentes relations. Et en fait, avec les réseaux sociaux, on ne prend plus l'individu comme unité de base, on va prendre la relation comme unité de base. Et on va pouvoir du coup avoir une autre approche et permettre de mesurer d'autres indices. Alors, ça s'appelle l'analyse des réseaux sociaux, mais il faut faire attention, ça ne veut pas forcément dire qu'on va utiliser cette méthodologie que sur des espèces dites sociales. Il est possible de dessiner des réseaux, et du coup forcément des réseaux sociaux, ou d'étudier des interactions entre des individus, d'espèces allant de la vie solitaire à la vie en société. Et ça, je vous l'ai dit également auparavant. Par contre, la plupart des études sont faites chez des espèces sociales, car on cherche justement à comprendre comment les individus s'auto-organisent, c'est-à-dire créer, gèrent, maintiennent leurs relations au fur et à mesure du temps. Et l'étude des facteurs est également possible chez les espèces solitaires, donc l'étude des réseaux sociaux, quoique la dimension démographique n'existe pas et que les interactions sont moins fréquentes. Donc il y a aussi un biais méthodologique, dans le sens où dans un groupe social, vous allez avoir souvent des interactions, les individus vont souvent interagir. Vous avez des espèces solitaires, vous n'allez jamais obtenir une seule interaction sociale en un an. C'est-à-dire que vous allez observer un individu, mais vous n'allez jamais le voir interagir avec un autre individu en un an, ou sauf peut-être au moment de la reproduction. Il va y avoir des comportements qui peuvent être indirects, tels que le marquage sur les arbres. Alors justement, ça peut être ce qu'on appelle des interactions indirectes, et par contre, les interactions directes, on ne peut pas forcément les observer. Donc c'est aussi un peu ici le biais méthodologique, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément pouvoir faire des études sur certaines espèces, parce qu'ils interagissent trop peu. Alors vous avez justement le chat sauvage ici, qui est une espèce dite subsociale, solitaire à l'état adulte. La mère élève quand même les jeunes, c'est pour ça qu'on dit subsociale. Et du coup vous avez ici le territoire de différents individus.
il peut y avoir un chevauchement des territoires. Donc en fait, ici vous avez un mâle, par exemple, ici vous avez un autre mâle, et ici vous avez le chevauchement de leur territoire. Et en pointillé, vous avez les différentes femelles qui sont au sein du territoire du mâle. Et juste en étudiant du coup la répartition de leur territoire, vous pouvez déjà essayer de construire un réseau social avec le mâle A qui peut interagir avec le mâle A qui peut interagir avec le mâle B. Vous avez le chevauchement ici. Le mâle A qui va interagir avec la femelle 1, 2 et 3. Par contre, lui, le mâle B ne peut interagir qu'avec la femelle 1, ne peut pas interagir avec la femelle 2 ou 3, étant donné qu'il n'y a pas de chevauchement des territoires. Alors vous pouvez justement faire ceci sur des fréquences d'interaction directes, des individus qui vont vraiment se rencontrer, avoir une interaction agressive, ou sur des comportements dits indirects, comme le marquage. Si on prend également la drosophile, donc les moucherons, vous voyez les moucherons qui volent sur votre pomme qui est en train de moisir, vous avez l'impression que ce sont des insectes qui sont très limités d'un point de vue cognitif, et en fait on a montré qu'il y avait par exemple de l'apprentissage social chez les moucherons, les drosophiles. Et en fait ils ont également étudié, les chercheurs américains, des agrégations de mouches, et ils ont observé qu'il y avait des individus qui restaient à certaines positions au sein de l'agrégation en fait. Alors ici, c'est pas que les individus vont connaître les relations avec les autres moucherons ou des choses comme ça, c'est simplement qu'il peut y avoir aussi une sorte de personnalité chez les moucherons, ou une sorte de différence d'activité, et que les individus les plus actifs, qui bougent le plus souvent, vont forcément avoir plus d'interaction avec les autres individus. Donc du coup, ils vont être plus centrales au niveau du réseau social. Et puis même au niveau des colonies d'oiseaux, vous pouvez essayer de dessiner quelles sont les interactions qu'il y a entre tous ces individus. Alors ils avaient essayé de le faire avec d'anciens diagrammes, où ici on essayait de modéliser justement le territoire de chaque petit individu et de voir avec qui on était en interaction, ce qu'on appelle le diagramme de Voronoi. Mais vous pouvez essayer de faire des diagrammes ou des réseaux sociaux assez simples comme ceci. Et enfin, vous avez les espèces sociales insectes. Donc ici, c'est également assez intéressant dans le sens où il n'y a pas de reconnaissance individuelle chez les fourmis ou chez les abeilles. Chez les primates, il y a une reconnaissance individuelle. S'ils reconnaissent les relations des autres individus, c'est parce qu'ils savent reconnaître également qui est qui, comme nous on sait le faire. Par contre, chez les insectes, on ne sait pas qui est qui. Il n'y a pas une reconnaissance individuelle. Il n'y a même pas de reconnaissance des castes. Donc les individus interagissent au sein de la fourmilière. Par contre, on pourrait se dire que du coup, le réseau serait peut-être, donc le réseau d'interaction, comment il se dessine, serait totalement aléatoire. Et finalement, quand on étudie les interactions entre les fourmis, donc là, vous pouvez voir, soit vous prenez un petit nombre de fourmis, une dizaine jusqu'à une cinquantaine, mais là ça devient difficile. Vous les marquez, puis vous observez à chaque fois qu'il y a une interaction. Maintenant, il y a des choses qui sont un peu plus faciles, c'est qu'ils mettent des micro-puces sur les fourmis. Vous avez un lecteur qui passe, et quand deux micro-puces sont l'une à côté de l'autre, donc deux fourmis sont l'une à côté de l'autre, le lecteur dit qu'il y a un contact. Et du coup, maintenant, on n'a plus à observer les fourmis. On peut le faire de manière électronique entre guillemets. Et ça, c'est très, très utile. Donc là, vous pouvez voir justement un réseau qui a été dessiné, un réseau d'interaction, à chaque fois qu'il y a eu une prophylaxie, donc une bouche à bouche entre deux fourmis. Et comment se dessine ce réseau. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas une répartition aléatoire ou homogène des interactions, et qu'il y a vraiment des choses assez précises. Donc ici, vous avez aussi également un autre réseau, mais qui a été mis en fonction du temps, avec la proportion de temps passé dans l'aire de fourragement. Et donc en fait, ici, ça veut dire que les individus n'ont passé aucun temps dans l'aire de fourragement. Et ici, vous avez les nurses, d'accord? Et forcément, les nurses, elles sont avec, en rouge, la reine. Donc c'est pour ça que la reine ne sort jamais de la fourmilière, donc elle passe jamais de temps dans l'aire de fourragement. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, du coup, les nurses entre elles interagissent beaucoup plus, et interagissent beaucoup plus avec la reine. Par contre, ici, à l'extérieur, celles qui sortent le plus souvent, ce sont les individus dits fourrageuses.
Et également, les individus fourrageurs vont interagir beaucoup plus entre eux. Et ici, entre deux, vous avez les ouvrières. Donc, les fourrageurs vont plus interagir avec les ouvrières, qui vont interagir avec les nurses, qui vont beaucoup plus interagir entre elles. Ici, on a également le même exemple, mais chez les abeilles, avec un réseau de contacts. Donc, quand les abeilles rentrent en contact, et en fait, les différentes couleurs représentent les différents individus qu'on peut retrouver. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors, vous avez justement en rouge les fourrageurs, en jaune, celles qui restent dans le nid, en bleu, celle qui reste dans le nid mais assez jeune, et puis middle age, c'est ici en vert. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, chez les abeilles, ici, ce sont les fourrageurs qui vont avoir plus d'interactions. Vous pouvez voir que du coup, les fourrageurs sont vraiment au centre du réseau et vont avoir beaucoup plus d'interactions que les autres individus. Donc, pour conclure sur les espèces sociales, les membres de la colonie ne sont pas connectés entre eux de la même façon, des sous-groupes peuvent exister. Les fourrageuses vont être plus connectées que les autres individus de la colonie. Pourtant, les membres ne se reconnaissent pas de manière individuelle. Donc on peut se poser la question sur quel facteur va structurer le réseau social. Du coup, pourquoi on observe ces sous-groupes, pourquoi on observe des connexions assez particulières. Il va d'abord y avoir la forme, l'architecture de la fourmilière ou le dessin. En fonction du nombre de chambres qu'il va y avoir, forcément ça va déterminer le nombre de sous-groupes. Les caractéristiques des individus et leur caste. Chez des fourmis qui sont beaucoup plus sociales, ou sur lesquelles on va trouver des castes spécialisées, on va du coup avoir beaucoup plus de sous-groupes observés. Et puis après, vous allez avoir également l'environnement qui va pouvoir impacter. Donc par contre, si on regarde chez les espèces sociales mammifères et oiseaux, on sait qu'il y a une reconnaissance individuelle, on sait qu'il y a une reconnaissance des liens. Il va y avoir une affinité en fonction de l'âge. Les jeunes vont plus interagir entre eux, ce qui leur permet justement d'apprendre la vie. Parce que s'ils devaient interagir avec des individus qui sont plus âgés, il pourrait y avoir beaucoup plus de conflits. Donc le fait que les jeunes interagissent avec d'autres jeunes leur permet d'apprendre les règles sociales et de diminuer le risque de morsure de la part des adultes. Il va y avoir des paramètres qui vont également être liés à la reproduction, avec le système reproducteur, la dispersion. Donc savoir quel sexe va rester au sein du groupe et quel sexe va disperser. Chez les macaques, ce sont les femelles qui restent au sein du groupe. Chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui restent au sein du groupe. Donc forcément, les mâles se connaissent plus entre eux. Chez les chimpanzés, ce sont les femelles qui vont se connaître plus chez les macaques. Donc tous ces facteurs qui vont être intrinsèques au groupe, qui vont être intrinsèques, internes au groupe, en plus des facteurs environnementaux, vont pouvoir structurer le réseau social et faire différentes formes. Donc par exemple ici vous avez le réseau social d'un groupe de suricates, et en blanc vous avez les femelles, et en gris les mâles. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a déjà beaucoup plus d'interactions des femelles entre elles. Vous pouvez voir qu'elles sont tous d'un côté et les mâles, eux, sont tous de l'autre côté en fait. Donc les mâles interagissent avec les mâles, les femelles avec les femelles. Et on peut voir qu'il y a des individus qui ont... La grosseur des nœuds au sein d'un réseau social va représenter la centralité de l'individu, c'est-à-dire l'intensité d'interaction qu'il a eu avec les autres individus. Et on peut voir qu'il y en a qui interagissent très peu, et il y en a d'autres qui vont interagir énormément. Et c'est souvent lié à la dominance. Vous avez ici un réseau social de chimpanzés, et vous pouvez observer à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous avez des sous-groupes qui vont se dessiner. Ces sous-groupes sont souvent des sous-groupes d'apparenté, avec ici par exemple vous allez avoir une mère et ses deux jeunes, et vous avez également des individus qui sont centraux. Et ici les individus centraux sont je crois qu'il y a deux mâles, c'est les deux mâles dominants, enfin, il y a les deux mâles dominants et les deux femelles dominantes. Donc comment on mesure la socialité concrètement? Alors, vous avez différents types de méthodes, ça je ne vais pas les développer, tu vas le faire peut-être? Vous l'avez fait, voilà, très bien.
Donc ensuite, il faut choisir la méthode en fonction de la question que l'on se pose et également de l'espèce qu'on observe. Et grâce à ces différentes méthodes qui vous ont permis de mesurer les comportements, vous allez pouvoir construire une matrice. Ça, tu leur as présenté. Donc en fait, une matrice, c'est assez simple. Vous avez un individu ici, l'individu A, qui est présenté... tous les individus sont présentés en ligne et tous les individus sont présentés en colonne. Et ici, c'est simplement que l'individu A, on l'a vu interagir 10 fois avec l'individu B, 8 fois avec l'individu C, 2 fois avec l'individu D, 5 fois avec l'individu E, etc., etc. Ça peut être quelque chose de mélangé ou ça peut être des interactions très spécifiques. Que des agressions d'un côté ou que le toilettage par exemple. Vous pouvez avoir une matrice qui est asymétrique, comme c'est le cas ici, et vous pouvez avoir des matrices symétriques. Alors une matrice asymétrique c'est simple, hein, à partir du moment où vous avez un comportement qui est dirigé, vous allez avoir une matrice qui est asymétrique. Le toilettage est un comportement dirigé, c'est-à-dire que c'est un individu qui en toilette un autre. Donc forcément, dans cette relation de toilettage qu'il va y avoir entre l'individu A et l'individu B, il peut y avoir une certaine asymétrie avec un individu qui va toiletter plus de temps son congénère que son congénère va le toiletter. Et puis vous pouvez avoir des matrices qui sont symétriques, soit du fait du comportement que vous avez relevé. Si ce sont des contacts ou de la proximité entre des individus, il n'y a pas d'asymétrie qui peut se créer. Soit parce que la matrice est complètement symétrique, parce que vous avez des relations qui sont très égalitaires entre vos individus. Donc, vous pouvez utiliser des fréquences pures ou vous pouvez également utiliser des indices d'association. Et là, du coup, ça permet de mieux transformer. Les indices d'association vont être utilisés à partir du moment où vous n'avez pas pu observer le même nombre de fois vos individus. Vous pouvez définir l'indice d'association? C'est 0, ça veut dire quoi? C'est sur quoi? Alors l'indice d'association que vous allez créer, par exemple, ça va être le nombre de fois que vous avez vu l'individu I avec l'individu J, divisé par le nombre de fois où vous avez... Le nombre de contacts totaux? Totaux, ouais. Et là, vous avez tout de suite un indice d'association. Alors ensuite, il y a différentes... Une sorte de pondération. Oui, voilà, il y a différentes façons de pondérer. Mais c'est ceci, c'est parce que du coup, parfois, vous observez des individus, et puis quand vous faites votre scan, il peut y avoir des absents. Alors qu'est-ce qu'ils font ces absents? Où ils sont? Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? Et puis parfois, vous pouvez suivre un individu pendant 10 heures, par contre, son congénère, vous l'avez suivi que 8 heures. Donc forcément, on doit transformer les données pour pouvoir les comparer, sinon elles ne sont pas comparables. Donc grâce à cette matrice, vous pouvez directement créer un sociogramme ou un graphe. Et ici, vous avez un exemple chez les dauphins. Et du coup, je vais vous présenter différents exemples. Vous avez différentes façons de représenter ce réseau. Soit ça dépend justement du comportement, s'il est dirigé ou non dirigé. S'il est non dirigé, vous n'avez pas de flèche, comme pour le contact ou la proximité. S'il est dirigé comme le toilettage, vous allez avoir une flèche. Après, vous pouvez représenter juste s'il y a eu des comportements entre des individus ou non, mais vous pouvez aussi représenter dans le réseau social l'intensité du comportement que vous avez observé. Donc ici, ça veut dire qu'il y a eu du toilettage entre ces deux individus, de manière symétrique, mais très peu, alors qu'ici, lui, a beaucoup toiletté cet individu ici. Et vous avez différents réseaux qui sont représentés ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement comparer les réseaux qu'on va observer au niveau animal et au niveau humain. Donc ici, c'est les interactions qu'il peut y avoir, par exemple, au niveau d'une population d'oiseaux. Les interactions qu'il peut y avoir au niveau de poissons. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas forcément de relation spécifique. Tous les individus vont interagir avec tous les individus. Quand vous avez quelque chose qui est assez hiérarchique comme ceci, c'est souvent humain. Donc là, c'est des services d'information ou la hiérarchie au niveau militaire. Par contre, vous avez ici une troupe de babouins. Et vous pouvez voir la façon dont les relations se définissent. Vous pouvez voir que c'est assez comparable quand même à ce que vous pouvez observer chez les humains. Ici, vous avez une population de langurs et ici une population de chimpanzés. Et là, c'est ce que je vous ai dit avec les sociétés de fission-fusion. C'est que du coup, vous observez des sous-groupes d'individus qui ont eux-mêmes des relations entre eux. Donc,
Au niveau des communautés de chimpanzés, vous allez avoir des individus qui vont être souvent ensemble, mais ces petites communautés vont interagir au niveau d'une plus grande communauté. Donc ça, je peux vous le présenter. Vous avez aussi différentes façons de représenter les réseaux sociaux. Donc là, vous avez par exemple, les points sont mis aléatoirement dans l'espace. Par contre, ici, on a regroupé les individus en fonction de leurs interactions. Donc ici, deux individus qui sont proches sont deux individus qui ont plus souvent interagi. Et vous pouvez voir qu'entre cette représentation ici et ici, vous pouvez tirer beaucoup plus d'informations sur la structure sociale en regardant ceci plutôt qu'en regardant cela. Donc ici, c'est justement une façon de structurer ou d'affiner le réseau social. C'est les mêmes relations qui sont représentées ici sur les 4 graphes. Sauf qu'ici, on a représenté les individus aléatoirement dans l'espace. Ici, ils ont été regroupés en fonction des relations qu'ils avaient. Donc là, vous pouvez voir qu'en fait, cet individu est assez spécifique parce qu'il permet de la connexion entre ce sous-groupe et ce sous-groupe. Il y a des indices de centralité qui se permettent justement de voir que cet individu est très central au niveau du groupe, non pas par son nombre de connexions, mais par le fait qu'il regroupe deux communautés d'individus. Ensuite, vous pouvez décider de mettre les couleurs en fonction, la forme en fonction de différents types de catégories, mâle ou femelle, par exemple. Et ensuite, vous pouvez aussi colorer les nœuds ou les individus ici de manière différente en fonction des sous-groupes auxquels ils appartiennent. Donc ici, ils appartiennent tous au même sous-groupe et ici, tous au même sous-groupe. Alors, il y a une notion assez spécifique dans les réseaux sociaux qui s'appelle le path length, c'est la longueur de pas. Et ceci a un lien avec ce qu'on appelle la mesure de Kevin Bacon. Donc, vous allez voir ensuite pourquoi. Alors, en fait, un path length, c'est les petits mondes. Donc, les sociétés humaines, c'est ce qu'on appelle des petits mondes. Ça veut dire que vous allez avoir des mini-communautés au sein de la Terre entière. Et au sein de ces communautés, vous allez avoir des individus qui vont être assez centraux, comme vous pouvez observer ici. Donc, vous voyez ici qu'en fait, vous avez des individus qui sont très centrales. Et ceci représente la diffusion d'une maladie à travers les contacts. Ils ont réussi à le tracer. Et en fait, vous avez plusieurs types de réseaux qui sont comparables. Ça veut dire que si vous prenez également un réseau de type aéroport, les aéroports entre eux, vous allez avoir le même type de réseau. Puisque vous avez forcément Paris qui va être très central, connecté aux aéroports du monde entier. Par contre, Strasbourg commence à être un peu plus, mais il y a un moment où, à part Paris, il n'y avait pas grand-chose. Donc il était connecté à Paris. Il y a des petits aéroports qui sont connectés à des plus grands aéroports, et ces grands aéroports sont connectés aux grands aéroports, ce qui se traduit par ce type de réseau, par exemple. Alors, il y a justement j'ai oublié son nom, peu importe, un chercheur qui a émis l'hypothèse que n'importe quel homme sur Terre était séparé d'un autre homme par 6 degrés de séparation. Je ne sais pas si vous connaissez cette hypothèse. Donc en fait, il a dit de manière assez jolie, tout le monde dans ce monde est relié par 6 degrés de séparation, que ce soit un dictateur, une limite paumée au milieu de la banquise, imprimée au milieu de sa forêt tropicale, ou quoi que ce soit, ou le plus grand acteur de cinéma. 6 degrés de séparation, ça veut dire que quand vous prenez un ensemble d'individus comme ceci, l'individu A et l'individu B sont séparés par 6 liens, ou si vous voulez, 5 individus. Donc pour faire le lien entre l'individu A et l'individu B, on est obligé de passer par 6 connexions. Et ça, c'est la longueur de pas, justement, qu'on définit entre l'individu A et l'individu B. Donc quel est le lien avec, justement, Kevin Bacon? C'est que l'auteur, quand il a émis cette hypothèse, il a pris l'exemple de Kevin Bacon, et du coup, on a décidé d'appeler ceci l'indice de Kevin Bacon également. Et la question, c'est par exemple, quel est le lien entre Kevin Bacon et Elvis Presley? Et je vais là, parce que je me souviens jamais
Donc c'était Edward Asner dans Chain of Habit, où en fait ils ont partagé, du coup, Elvis Presley a joué dans un film qui était avec lui, et lui a joué dans un film qui était avec lui. Donc il y a simplement ici 2 degrés de séparation entre ces individus. Et je suis sûr que vous, dans votre entourage, vous connaissez forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît un acteur, où il peut y avoir que 2 ou 3 degrés de séparation. Vous n'avez pas des exemples comme ceci? Moi je sais qu'il y avait un copain dont sa mère, par exemple, avait eu en classe M. Donc ici, ça veut dire qu'on est séparé entre moi et M de simplement 3 degrés de séparation. Ça dépend d'où on vient sur Terre, parce que peut-être qu'il y a des endroits comme c'est désert où on peut le fourrer. En fait, on est séparé de tout le monde par au maximum 6 degrés de séparation. Ça veut dire que par rapport à ce qui a été calculé, il ne peut pas y avoir plus de 6 degrés de séparation entre nous et n'importe quel homme sur cette Terre. Et donc, dont nous et Kevin Bacon, par exemple. Donc en fait, ça fait couler beaucoup d'encre et surtout pas mal de films. Et vous avez ici des films qui justement essayent d'utiliser les 6 degrés de séparation dans leur scénario. Vous avez justement 6 Degrees of Separation, Un monde meilleur, avec Kevin Spacey, c'est celui qui avait joué dans 6e Sens. 11h14, avec celui qui jouait Dirty Dancing, Patrick Swayze, Magnolia avec Tom Cruise et Collision avec d'autres acteurs. Et vous avez une série il n'y a pas si longtemps que ça qui était Touch avec Kiefer Sutherland et qui justement utilisait les réseaux sociaux pour essayer de montrer qu'on pouvait prédire ce qui pouvait se passer dans le monde. Donc concrètement, à quoi servent les réseaux sociaux? D'un point de vue fondamental, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour comprendre l'apprentissage, la diffusion de l'apprentissage social chez les primates. Par exemple, vous avez ici Imu, qui est un macaque japonais qui a lavé pour la première fois les patates qui étaient du sable dessus dans l'eau. Et en fait, ils ont regardé comment ce comportement avait été transmis au fur et à mesure des générations. Ce n'est pas un comportement facile, puisqu'il a fallu quand même une dizaine d'années pour qu'il y ait la moitié des individus qui sachent le faire. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et ensuite, ici, vous avez justement un schéma qui s'est proposé par Advanced Human Technology. Et c'est comment on peut utiliser différents mécanismes qui sont présents dans l'analyse des réseaux sociaux pour influencer comment les personnes pensent, se comportent ou dépensent surtout. Et donc ici, vous avez les différents influenceurs que vous pouvez trouver, des sortes d'agrégateurs qui vont être des sites internet assez spécifiques, la densité du network, donc ça c'est des choses qu'on peut vous présenter. Et les réseaux sociaux sont des choses qui intéressent surtout les publicitaires ou les grandes marques commerciales pour savoir comment on peut faire le buzz, par exemple. C'était l'exemple le plus parlant était Nabila qui avait sorti sa phrase formidable à la télé et qui du coup avait fait le buzz. Alors que le pape, lui, essayait depuis un mois de préparer le fait qu'il allait lancer son compte Twitter et on n'en a jamais entendu parler. Donc en fait, il y a des choses qui permettent de faire le buzz, on ne sait pas forcément pourquoi. Par contre, à partir du moment où ça fait le buzz, ça peut produire beaucoup d'argent et ça intéresse les commerciales. Et vous avez également l'utilisation des réseaux sociaux pour essayer de mieux comprendre la diffusion des maladies et de forcément, si on la comprend mieux, de mieux éviter les épidémies. Donc ça, c'est par exemple le cas des vaccinations. Et vous avez le cas très particulier de la grippe où en fait vous avez différentes stratégies de vaccination de la grippe qui peuvent être effectuées. Soit vous vaccinez les personnes à risque, et donc du coup les personnes âgées par exemple, puisque elles, quand on est grippe, elles ont plus de probabilité que ça s'aggrave. Soit vous pouvez vacciner les personnes qui sont susceptibles de faire passer la maladie. Et dans ces cas-là, ça va être les infirmiers, les enseignants et les enfants. Et en fait, l'une ou l'autre des vaccinations peut amener à des résultats qui sont complètement différents. Et en fait, c'est ce qui est fait, c'est que maintenant ils essayent de vacciner les personnes dites centrales dans un réseau, parce que du coup ça permet d'éviter au plus vite une épidémie, tout en diminuant le coût de la vaccination. Donc c'est un point de vue
gain en temps et en argent. Et enfin, ça c'était un article assez intéressant que j'avais vu, c'est la façon dont les Américains, au temps de la guerre en Irak, ciblaient les attaques qu'ils faisaient sur les villes. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que du coup, ils passaient au crible Internet et les différents articles des journaux qui paraissaient. Et par rapport à ils reliaient des personnes à des ensembles de mots également. Et avec ceci, et des lieux. Et donc, ils construisaient des réseaux sociaux qui étaient un mélange de personnes, de mots qui étaient souvent présents et de lieux. Et grâce à ça, ils arrivaient à trouver des lieux spécifiques où pour eux, il devait y avoir des terroristes. Et en trouvant, grâce à l'analyse des réseaux sociaux, ces lieux spécifiques, ensuite ils les bombardaient. Et donc c'est ce qu'on peut observer ici, c'est que vous aviez différentes cibles qui étaient présentes, qui sont les terroristes. Parfois, ils tapaient juste, parfois ils tapaient à côté. Par contre, parfois ils tapaient à des endroits où ce n'était pas du tout le bon endroit et c'était un hôpital civil. En tout cas, c'est quelque chose qui a existé, et je ne sais pas si maintenant ils ont amélioré leur méthode, mais quand on entendait qu'il y avait des bombes qui étaient atterries sur un hôpital civil, c'est pas parce qu'ils avaient fait une erreur, parce que la bombe était tombée sur le mauvais endroit, non, c'était le bon endroit. C'est juste que d'un point de vue tactique, ils s'étaient trompés dans leur calcul.